L'Argentine, ce pays de 46 millions d'habitants à l'accent italien. Ce pays habité par la nostalgie d'un passé glorieux. Derrière les façades haussmanniennes et la ferveur du tango, l'Argentine traverse depuis des décennies des temps difficiles. Crise économique à répétition, inflation chronique, endettement, perte de repères. Un pays immensément riche en culture, mais pauvre en stabilité. Son histoire récente n'y est pas étrangère. Les dictatures militaires ont laissé des traces profondes. Il y a aussi le poids écrasant du péronisme, ce mouvement devenu courant qui a façonné pendant des décennies la relation entre le peuple et l'État. Même contesté, il continue d'imprégner les institutions et l'imaginaire. Avec le temps, une lassitude s'est installée, une fatigue démocratique. Beaucoup ont cessé de croire. En l'État, en les partis, en les institutions, en les médias traditionnels, en ceux qui prétendent gouverner au nom du peuple. C'est dans ce contexte qu'un homme a émergé en rupture totale avec l'establishment, Javier Milei. Économiste iconoclaste, tribun hors du commun, lion rugissant, figure clivante et anti-système. Pour ses partisans, Milei incarne le retour de l'Argentine dans le camp des vainqueurs. Pour ses détracteurs, le retour des inégalités et l'alignement sur les États-Unis. Chose certaine, avec son arrivée au pouvoir en décembre 2023, l'Argentine a entamé une révolution. Ce documentaire explore les racines de ce grand basculement. On a mené des combats et on va continuer à les mener contre toute cette caste politique qui veut juste maintenir ce système pour garder ses privilèges. Vous savez quoi? Dans ce pays, il faut identifier l'ennemi. L'ennemi, ce sont les politiciens. Milei, il a incarné cette rage. Il avait l'air de l'incarner vraiment. À ces gauchistes de merde, tu ne peux pas leur céder ne serait-ce qu'un millimètre. En plus, on l'a dit, c'est un gars qui est fou, qui est mauvais. Mais non, il fait ça pour le peuple, la gente. Mes amis, ce modèle a échoué. Il a échoué partout dans le monde. Ha fracasado en todo el mundo. Ici aussi, les médias sont devenus des organes de propagande du gouvernement. Oui, absolument. L'Argentine, c'est une expérience que d'autres pays vont suivre dans le futur. C'est le futur. On a clairement vu qu'il fallait prendre des mesures drastiques pour éviter de tomber dans le précipice. Aucune banque centrale dans l'histoire de l'humanité ont amélioré l'économie. Toutes, sans exception, l'ont détériorée. Ministère des femmes, du genre et de la diversité, dehors. Ministère des travaux publics, Vous comprenez? On avait besoin d'un fou! Nous, on avait un modèle étatiste, dirigé par la gauche, et où l'État avait pris le contrôle. Jusqu'à récemment, ils occupaient de grands espaces dans la vie des gens, autant publics que privés. Et ça a notamment provoqué de graves problèmes économiques. C'était un vrai problème de violation des droits humains et des libertés individuelles. Ce contrôle de l'État sur la vie privée des gens passait par différentes initiatives du gouvernement. Nous, ce qu'on vient faire, c'est justement démanteler tout ce contrôle que l'État exerçait sur les gens. Et en même temps, d'une certaine façon, libérer l'économie du pays, une économie qui était complètement contrôlée par l'État et qui, au final, n'avait fait qu'augmenter la pauvreté, sans créer d'emplois, sans faire émerger de nouvelles entreprises. Et l'Argentine avait aussi été fermée au monde sous prétexte de redistribution, d'aide aux plus pauvres, mais en réalité, ils avaient augmenté la pauvreté et même créé de l'inégalité.
Même si pour nous, le vrai problème, c'est la pauvreté, pas l'inégalité. Et ils ont laissé un pays complètement misérable, un pays riche, qui a tout pour devenir une puissance mondiale. Voilà, en gros, la situation dans laquelle on a trouvé le pays le 10 décembre 2023. La casta politica. Qu'est-ce que cette fameuse caste? Qui la compose et quels intérêts défend-elle? Popularisée dans les années 2000 par le mouvement 5 étoiles en Italie, pourquoi ce mot est-il aujourd'hui repris en Argentine par Milei? Que dit-il du malaise démocratique qui traverse les sociétés occidentales? Il y avait une caste politique composée de différents secteurs. D'un côté, tu avais les syndicalistes. De l'autre, la classe politique oligarchique. Et puis, des entrepreneurs, mais des entrepreneurs de privilèges qui faisaient leurs affaires aux dépens de l'État en collusion avec lui. Et puis, tu avais aussi certains médias, des journalistes, qui, à cause de l'argent publicitaire qu'ils recevaient du gouvernement ou d'autres sources, faisaient tout pour que rien ne change. En Argentine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait énormément de pauvres. La majorité du pays en a bavé. Mais il y avait un petit groupe à qui ça profitait énormément, qui vivait très bien dans ce système-là. Et c'est justement ceux-là qui essaient de bloquer tout changement en Argentine, parce que ce système leur va très bien, mais il ne va pas à la majorité des Argentins. C'est pour ça que nous, on mène et on va continuer à mener le combat contre toute cette caste politique qui veut juste maintenir ce modèle pour garder ses privilèges. Voilà l'héritage qu'ils nous laissent. Une inflation programmée à 15 000% par an. Et on va se battre bec et ongle pour l'éradiquer. Comment réagit le système médiatique face à la popularité de Milei? Vous avez ici les médias traditionnels contre vous, un peu comme au Canada, où les médias traditionnels stigmatisent la droite? Comment est la couverture médiatique de son parti, de son gouvernement? La réaction a été très mauvaise, surtout concernant Milei. Évidemment, vu qu'il était la figure centrale de tout ça, on disait toujours qu'il était fou, qu'il n'allait pas y arriver, que c'était un parti marginal de quartier, qu'on ne sortirait jamais de Buenos Aires, qu'au mieux Milei allait devenir député, mais pas plus. Que tout ça, c'était un fantasme, un délire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les médias traditionnels, ceux de l'establishment? Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils ne parlent pas des gens et ils ne parlent pas pour les gens. Et ça, nous, on le savait. On savait qu'on ne devait pas se laisser guider par ce qu'ils disaient, mais vraiment par ce qu'on nous disait sur le terrain. Oui, nous voulons éliminer la Banque centrale, parce que la Banque centrale est responsable de l'inflation. Et autre chose, nous, on part du principe que les gens ne sont pas bêtes ou idiots, qu'on peut leur expliquer ce qu'il faut faire et qu'ils vont comprendre. On a dit qu'on allait venir pour faire des coupes dans l'État, et Milei l'a dit très clairement au moment même où tous les autres politiciens faisaient campagne en promettant des cadeaux, des avantages de l'État. Milei et nous, on a fait une campagne en disant « ce qu'il faut faire ici, c'est réduire l'État ». Pour libérer les gens, il faut réformer l'État. Alors ces journalistes qui ont perdu tout lien avec les gens, avec la personne ordinaire, la personne de tous les jours, ces journalistes-là, on a arrêté de les écouter. Leurs critiques, on s'en foutait, on a commencé à les remettre en question, à les confronter. Et un autre facteur fondamental, c'est les réseaux sociaux. C'est là que nous, on s'est installés. Nous, c'est-à-dire ceux qui ne sommes ni dans les médias, ni en politique, on a commencé à s'exprimer, à se connaître, à s'organiser. Et c'est clairement de là que tout est parti. Et Milei, là-dedans, est devenu le leader naturel de tout ce groupe de personnes et du mouvement au sens large. La politique, c'est un des endroits où se joue la bataille culturelle, mais ce n'est pas le seul. Parce que tu as aussi les médias, les réseaux sociaux, les universités, plein d'espaces où les idées s'affrontent, où on débat du modèle de pays dans lequel on veut vivre et de la manière dont on veut vivre. Et ces débats d'idées, ce sont eux qui finissent par se transformer en politique publique. Les décisions, elles se prennent en fonction de ces idées-là. Nous, on a toujours été gouvernés selon des idées de gauche. Donc, contre la famille, contre la vie, contre la réalité, c'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui. Et il faut comprendre que pour nous, ce n'est pas juste une question économique. Sinon, regarde des pays comme le Chili ou la Colombie. Le Chili, par exemple, avait une situation économique très bonne, avec un gouvernement clairement libéral, une constitution inspirée des idées les plus libérales, et malgré tout, ils ont fini avec un gouvernement de gauche
Là, ce n'est pas un problème économique. Le vrai souci, c'est qu'on a abandonné le débat culturel. Et donc, la gauche a gagné la bataille sur ce front et le reste a suivi. Et ce que ça finit par faire, c'est détruire. Ils sont en train de briser le Chili. Maintenant, il y a bientôt le second tour. Et on espère que José Antonio Cast va gagner. Está el balotaje que esperemos que gane José Antonio Cast. En Argentine, réformer n'a rien d'évident. Les forces de l'inertie sont puissantes. Ceux qui bénéficient du système résistent farouchement au changement, tandis que de nombreux travailleurs non dépendants de l'État en subissent les contre-coups. Le modèle argentin est tenace. Son élite s'accroche. Pour éclairer ces tensions, nous avons rencontré Claudia Perro, l'une des journalistes les plus respectées au pays. Claudia Perro travaille à Infobae, l'un des médias les plus lus au monde, en langue espagnole. Madame Perro, pouvez-vous nous expliquer qui est le personnage de Javier Milei? Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il incarne actuellement en Argentine? À mon avis, d'abord, c'est quelqu'un qui apparaît à conséquence d'une crise. Parce que les 4 dernières années du kirchnerisme, du gouvernement kirchnerista, ont été d'une part d'une immobilité très grande. Et on a eu d'abord la pandémie, un des confinements le plus long du monde. Les classes, par exemple, les écoles ont été fermées 1 an et plus qu'1 an, les écoles. L'administration a fini avec un taux d'inflation énorme. Et il y avait un grand mécontentement. Et surtout, ils ont gonflé l'État, tout ce qui est subventions, etc. Au lieu de promouvoir un développement d'industrie pour créer du travail, pour promouvoir même une culture du travail. Ça fait des années, parce que bon, c'était le 3e gouvernement kirchnerista, en fait. Donc on a eu presque 20 années de kirchnerisme. Et pendant ces années, ils ont multiplié le nombre de subventions. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à vivre de ces aides publiques. Et à côté, les gens qui avaient du travail ou qui trouvaient des difficultés pour survivre. Donc ça crée un mécontentement que Milei a profité pour... il a représenté, il a incarné cette rage. Il avait l'air de l'incarner vraiment. Les gens sentaient que ceux qui travaillaient payaient des impôts pour subventionner ceux qui ne travaillaient pas et qui en plus passaient leur temps à couper les rues, parce que la ville de Buenos Aires, par exemple, c'était impossible de circuler parce qu'il y avait tout le temps des piquetes, c'est-à-dire les gens coupaient. 20 personnes pouvaient couper une avenue et la police ne faisait rien. Et alors Milei, qui était au début, c'était juste ce qu'on dit ici, un panéliste, c'est-à-dire il allait à la télé il participait à des shows où il y avait 3-4 personnes qui discutaient. Bon. Et il s'est fait remarquer parce que bon, il était complètement, hors norme. C'est-à-dire il n'était pas gentil, aimable, etc. Il criait. Les gens en avaient marre. Il y avait une envie de rébellion contre l'État, etc. Et Milei est apparu comme l'outsider qui représentait tout ça. Et beaucoup de jeunes qui travaillent, qui font un effort pour avancer, qui voient que l'État ne les aide pas, ou au contraire. Et après, il y a eu une confluence avec des secteurs plus conservateurs ou de droite en haut de l'échelle, qui qui l'ont soutenu au ballottage, n'est-ce pas? Parce qu'il a gagné au 2e tour. Nous sommes toujours à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Je me trouve au parc Lezama. C'est ici qu'a pris forme finalement le phénomène Milei.
Javier Milei qui a tenu ses premiers rassemblements, ses premiers grands rassemblements publics juste derrière moi. Mais est-ce que, parce que même à droite, on lui reproche un peu, c'est-à-dire l'économie, c'est évidemment, il faut le redressement, mais ça fait en sorte que c'est son obsession et que peut-être d'autres dossiers lui échappent d'une certaine façon? C'est un peu comme ça, oui. Et, par exemple, tout ce qui est ce qu'ils appellent la bataille culturelle, non? Est-ce qu'il amène cette bataille culturelle-là, finalement? Oui, il mène plus la bataille économique. En même temps, ça va un peu ensemble. Par exemple, il a interdit par décret l'harmonisation d'enfants, de mineurs. De mineurs. Bon, c'est déjà bien, mais... Et ensuite, il y a tout ce qui est l'éducation sexuelle intégrale, ça s'appelle. Et c'est là qu'il y a tout l'endoctrinement en matière d'idéologie de genre. On dit aux enfants dès l'âge de 3-4 ans qu'il n'y a pas de sexe, le sexe biologique n'a aucune importance, n'a rien à voir. Tout ça, ça marche encore. C'est-à-dire, il y a une chose qui est vraie, c'est que comme on est un pays fédéral, chaque province peut faire ce qu'elle veut. Mais, même si chaque province peut faire ce qu'elle veut, le gouvernement national a de la force. Ce plan comment on pourrait l'appeler, socio-culturel, je ne sais pas comment dire, je ne vois pas un programme, je ne vois pas qu'il soit organisé, Il y a des associations qui se sont créées ces dernières années en défense de l'enfance, qui font avancer les choses, qui vont voir les députés de Milei pour leur dire il faut faire ça, il faut faire ci. Mais je ne vois pas de la part du gouvernement un plan comme ça cohérent. Peut-être qu'ils ont, mais il est secret en tout cas. Je sais pas. En Argentine aussi, la plupart des grands médias se sont alignés sur l'establishment, prenant part à une bataille culturelle où la dissidence est souvent disqualifiée. Avant l'arrivée de Milei à la Casa Rosada, les enquêtes du Edelman Trust Barometer situaient l'Argentine dans une zone de défiance institutionnelle marquée. La confiance envers le gouvernement et les médias descendait souvent sous la barre des 40%. Près de 3 Argentins sur 4 estimaient que les politiciens mentaient. La COVID-19 a accentué cette crise de la représentation. C'est juste après le plus long et strict confinement d'Amérique latine que la société argentine a vu Milei émerger. Pour comprendre cette dynamique, nous avons rencontré Agostina Sucri, journaliste spécialisée en santé du quotidien La Prensa. Comment aquí vivieron los argentinos la pandemia? Ce que ça instaurait concrètement, c'est que les gens n'allaient plus pouvoir, par exemple, danser dans la rue, comme on l'a vu dans plein d'autres pays. Seul un groupe bien précis, les travailleurs dits essentiels, avaient le droit de sortir. Et ça a complètement bouleversé le mode de vie des Argentins. Il y a vraiment eu un avant et un après avec de lourdes conséquences pour la société. Et ces conséquences, on les voit encore aujourd'hui. Il y en a eu sur le plan économique avec des explosions sociales, mais aussi dans l'éducation, dans la santé. Et en fait, toutes ces conséquences provoquées par le confinement, comme je le disais, on les ressent encore maintenant. Par exemple, il y en a eu beaucoup, mais si on prend la pauvreté, elle s'est encore aggravée parce qu'un très grand nombre de travailleurs informels qui vivaient de petits boulots se sont retrouvés sans rien. Et pour l'éducation, les enfants qu'on a empêchés d'aller à l'école, ça a eu des conséquences gravissimes. Aujourd'hui, les tests qu'on fait passer aux enfants en Argentine montrent de sérieux retards scolaires. Des retards scolaires graves qui montrent que beaucoup d'enfants ne comprennent même pas les textes qu'ils lisent. En fait, c'était déjà une crise éducative avant, mais elle s'est encore aggravée avec le manque d'accès aux appareils électroniques pour suivre les cours en ligne. Tous les enfants n'ont pas pu continuer à suivre l'école à distance et ça a vraiment empiré la crise de l'éducation. Et aujourd'hui encore, on voit les effets dans les résultats des tests qu'on fait passer aux enfants.
Ensuite, au niveau de la santé, il y a eu de graves conséquences à court terme, mais aussi à long terme. Graves consecuencias inmediatas y a largo plazo. Un discurso de odio contra, por ejemplo, las personas. Il y a un discours de haine contre les personnes, par exemple, qui ne voulaient pas se faire vacciner ou qui critiquaient les mesures sanitaires, comme ce que nous avons vu au Canada. Absolument. Il y a eu un discours de haine et aussi beaucoup d'intolérance. On a perdu le sens de l'humanité. Par exemple, dans les immeubles même où vivent des gens, si un voisin... Il y a eu une vague de dénonciation. Ils dénonçaient leurs propres voisins juste parce qu'ils sortaient dans la rue. Et en plus, ce discours de haine était largement relayé et encouragé par les médias eux-mêmes. Ese discurso de odio. À écouter la journaliste Agustina Sucri, on pourrait presque croire qu'elle parle du Québec. Les parallèles sont troublants. Gestion hyper centralisée de la pandémie, sacralisation du discours scientifique, mise entre parenthèses du débat public et stigmatisation des opposants. Dans les deux sociétés, la crise sanitaire a conduit à une confiscation de la parole. La journaliste montre comment cette logique a fragilisé le journalisme lui-même, réduit au rôle de relais des autorités plutôt que de contre-pouvoir. Ici aussi, les médias sont devenus des organes de propagande du gouvernement. Oui, absolument. Et vous, comme journaliste, comment avez-vous réagi face à ça? Moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est de voir le grand changement d'attitude et de comportement des journalistes. Enfin, disons que ces dernières années, le journalisme, du moins ici en Argentine, c'est beaucoup dégradé. Et dans le cas de la pandémie, ça s'est clairement vu parce que, au fond, si le journalisme ne remet rien en question, je pense que c'est plus vraiment du journalisme. Le cœur du métier, c'est justement de questionner, non? Poser des questions, vouloir savoir, vouloir transmettre la vérité aux gens, c'est ça le rôle du journalisme. Et là, non, ils étaient devenus des porte-paroles. En plus, dans les médias traditionnels, on voyait toujours les mêmes personnes invitées, qui étaient elles-mêmes les porte-paroles du gouvernement. En gros, c'était pour faire passer le message officiel, pour dire ce qu'il fallait faire et continuer à alimenter la peur. On comptait les morts. Tous les jours, il y avait un bilan, un le matin, un l'après-midi. Et on a aussi vu l'apparition de ce qu'on a appelé les vérificateurs de faits. Ils se sont octroyés le mandat et le pouvoir de dire « ça c'est vrai et ça c'est faux ». Et quand on allait voir en bas de la page web de ces fameux vérificateurs de faits, qui, selon vous, finançait tout ça, eh bien, on découvrait souvent, par exemple, que c'était certaines de ces entreprises pharmaceutiques qui commanditaient beaucoup de ces sites. Donc, en fait, c'était une forme de censure totale, mais dirigée contre les voix opposantes de mucha gente. On sait que plusieurs facteurs ont mené à la victoire de Milei, comme le rejet du kirchnerisme, du péronisme et de la caste politique. Mais peut-on penser qu'il y a un lien entre ce que les Argentins ont vécu durant la pandémie et l'élection de Javier Milei? On sait qu'il a critiqué les mesures avant d'être président. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu plusieurs facteurs qui ont mené à la victoire de Milei, le rejet du kirchnerisme, du péronisme, tout ça. Et puis, bien sûr, le rejet de l'État, de cette caste politique. Mais on peut aussi penser qu'il y a un lien entre ce que les Argentins ont vécu pendant la pandémie et l'élection de Milei. Parce qu'on le sait, le président, avant même de l'être, c'était déjà quelqu'un qui critiquait ouvertement les mesures sanitaires. Donc, oui, on peut dire que ça a été un facteur de plus, cette vision critique qu'il avait, qui lui a valu du soutien. La pandémie a sans doute pesé lourdement sur le paysage électoral en Argentine en renforçant les discours anti-système. Mais la fracture la plus profonde demeure économique.
Inflation galopante, perte du pouvoir d'achat, transactions difficiles au quotidien. Pour une large part de la population, la crise se vit d'abord dans le portefeuille. Je suis dans ce guichet automatique. À Buenos Aires, on va retirer de l'argent pour vous montrer un peu simplement le phénomène inflationniste. Donc, je vais faire une opération. Je vais retirer, vous allez voir, environ 150 $ canadiens. Mais ça n'a pas fonctionné. Pour analyser la situation économique de l'Argentine et évaluer les premiers effets des réformes engagées sous Milei, nous avons rencontré Agustín Echebarne, économiste et directeur de la fondation Libertad y Progreso. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Argentine a connu une longue histoire, un siècle entier de réussite exceptionnelle, grâce à la Constitution de 1853. Cette Constitution s'inspirait des idées de la liberté, et on les avait directement prises dans la Constitution de la Californie, aux États-Unis. C'est un honneur d'être de nouveau aux États-Unis, une nation avec laquelle nous partageons l'amour de la liberté et avec qui nous avons réussi à renouer une relation solide en tant qu'alliés naturels dans la région. Avec ces principes-là, la Californie et l'Argentine ont été les deux endroits qui ont connu la croissance la plus rapide pendant près de 70 ans. Ce modèle a très bien fonctionné jusqu'à l'arrivée du péronisme. Quand Perón est arrivé au pouvoir, le pays a changé. Et c'est là qu'on a commencé à adopter des idées corporatistes, fascistes. Perón était tombé sous le charme de Mussolini, du modèle fasciste italien, et il l'a appliqué en Argentine. On s'est donc retrouvé avec un État interventionniste, un État qui plaçait le collectif au-dessus de l'individuel. C'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à s'emparer de la Banque centrale comme son propre terrain de jeu. Et en très peu de temps, il a mis en place un État beaucoup plus interventionniste, un État qui, à terme, a fini ruiné. Et une fois que l'État a fait faillite, on a commencé à utiliser la Banque centrale pour imprimer de la monnaie, et c'est là que l'inflation est née. Ce qui s'est passé, c'est que l'Argentine a commencé à faire exploser les dépenses publiques. Et quand on augmente les dépenses publiques, on commence d'abord par les financer avec plus d'impôts. Quand les impôts ne suffisent plus, on s'endette. Et quand la dette ne suffit plus, on se met à imprimer de l'argent. Donc on dépense et on imprime. Et ils ont cru à une thèse qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout dans le monde, l'idée que tu peux imprimer de la monnaie et t'endetter en même temps parce que tu rembourses ta dette avec tes propres billets. Mais ce que ça crée, c'est un cercle où l'endettement de l'État et l'impression monétaire augmentent côte à côte. Et quand tu perds la crédibilité, c'est tout le système qui commence à s'effondrer. Et l'Argentine a perdu toute crédibilité. C'était un pays qui fonçait droit dans le mur. Notre pays fonçait droit vers une inflation annuelle de 15 000%. Et l'Argentine est entrée en défaut de paiement. Elle a cessé de rembourser sa dette, ce qui l'a empêché d'avoir accès à de nouveaux crédits. Mais quand l'inflation démarre, c'est la population, les gens dans la rue, qui s'enfuient de la monnaie. Et c'est là que surgit l'hyperinflation. Parce qu'on n'a pas seulement une hausse de l'offre de pesos, c'est-à-dire des billets qu'on imprime, on a aussi une chute de la demande. Les gens veulent fuir le peso. Tu touches ton salaire et tu cours au supermarché pour tout dépenser. Parce que si tu gardes l'argent dans ta poche, ils font. Et là, tu entres dans cette spirale. Les grandes hyperinflations surviennent dans ces contextes et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Argentine. 100 ans d'échecs, ça ne s'efface pas en un jour. Mais il y a toujours un moment où tout peut recommencer. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Comment des mécanismes économiques pourtant bien documentés ont-ils pu être ignorés et minimisés par les gouvernements successifs? Pourquoi une telle légèreté face à l'endettement public, malgré ses effets connus sur l'inflation, la croissance, la stabilité sociale et l'équité entre les générations? Ce qu'on enseigne à nos étudiants, au collège ou à l'université, c'est qu'ils doivent se sentir opprimés et que c'est la faute du capitalisme. Alors, ils se sentent mal, ils se sentent écrasés et ça finit par créer de la colère. Et la colère,
C'est une émotion qui te pousse à bouger, à passer à l'action. Et dans ce cadre-là, quel est l'objectif? Selon eux, alimenter la lutte des classes. Parce qu'au fond, ce sont des idées marxistes, diviser le monde en catégories en opposant les amis aux ennemis, les travailleurs contre les capitalistes. Et qu'est-ce que dit Javier Milei face à tout ça? Il dit, oui, c'est vrai que vous êtes opprimés, mais ce n'est pas à cause du capitalisme. Le capitalisme, lui, fonctionne très bien. Et quand il montre tous les indicateurs, ce qu'on voit, c'est que le capitalisme réduit la pauvreté, que les pays capitalistes progressent parce qu'ils innovent, qu'ils créent de la richesse. Et ceux qui retirent cette richesse, ceux qui vous l'enlèvent, ce ne sont pas les entrepreneurs, ce sont les politiciens. C'est la caste. Et il lui a donné un nom, la caste, c'est-à-dire les politiciens, les syndicats, les entrepreneurs, tous ceux qui font de l'argent dans les coulisses du pouvoir, et non pas le petit entrepreneur qui bosse vraiment pour offrir des biens et des services aux gens. Et ça, les gens l'ont compris, que le problème, c'est le gouvernement, pas la solution. Exactement ce que disait Ronald Reagan à son époque. Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème. The government is not the solution, the government is the problem. De la même façon que la chute du mur de Berlin a marqué la fin d'une époque tragique pour le monde, cette élection marque, elle aussi, un tournant dans notre histoire. Et quand le président Milei est arrivé, il connaissait parfaitement ce problème. Milei a l'avantage d'être économiste, mais en plus, un économiste qui a lu l'école autrichienne d'économie. Et ça a été très, très puissant. Franchement, ça a eu un impact énorme. Évidemment, on progresse. Et à un moment donné, Milei a vu la popularité de nos idées exploser. Il a donc compris comment sortir de cette crise, en retrouvant une monnaie forte et en éliminant le surplus de dépenses publiques. Et la première chose qu'il a faite, c'est de réduire de 25% les dépenses publiques fédérales dès le premier mois. Autrement dit, il a lancé un processus rapide prévu sur 4 ans. 2 sont déjà passés. Et d'ici la fin de son premier mandat, il aura résolu le problème de l'inflation. Et malheureusement, je dois vous le redire, il n'y a plus d'argent. De nuevo, no hay plata. Et pourtant, les gens ont voté pour Milei. Et ça, c'est ce qui me donne foi en l'avenir. Parce que le peuple a soutenu le président au moment le plus difficile. C'est comme si on était en train de traverser une rivière. On est au milieu du courant. La situation est compliquée et malgré ça, les gens disent on soutient le président parce qu'on veut vraiment changer les choses. Que Dieu bénisse les Argentins et que les forces du ciel nous accompagnent dans ce défi. Merci beaucoup. Ce sera difficile, mais on va y arriver. Vive la liberté, bordel! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! À l'instar de Donald Trump et du président Bukele au Salvador, Milei est devenu un objet qu'on commercialise. Figure populaire, on le retrouve dans des boutiques, souvenirs un peu partout à Buenos Aires. Le style de Milei tranche avec les codes politiques traditionnels. Ton direct, langage brut, rejet décomplexé des élites, veste de cuir, presque punk, une posture qui séduit les classes populaires, lassée des discours technocratiques et des promesses en l'air. Pour bien comprendre le phénomène, nous donnons la parole à Martín Araujo, employé d'entretien dans un immeuble résidentiel de Buenos Aires. Quand Milei est arrivé, eh bien, il a tenu parole. Ce qu'il avait dit, il l'a fait. Et ça a donné un résultat positif, ou en tout cas, c'est en train d'en donner un, parce qu'on est encore au fond. On est encore là, sur le tapis, on commence juste à se relever, on voit à peine la lumière, mais bon, on sent que c'est la bonne voie.
Moi, j'aime beaucoup sa manière d'être, franchement. Je trouve qu'il est très original, il est authentique, il s'accroche à ce qu'il pense et il défend ses idées. Peu importe qu'on l'appelle le fou, l'autoritaire, ou peu importe ce qu'on dit de lui. Mais lui, il défend ses idées, pas celles qu'on lui a écrites, pas des trucs inventés par d'autres. Mon soutien à Milei, il date des toutes premières heures. À cause des idées qu'il a apportées, de la révolution intellectuelle qu'il a provoquée. Il nous a fait changer complètement notre façon de voir la politique. Parce que franchement, avant, on croyait que l'État devait tout te donner, que c'était à l'État de tout te payer, de tout te fournir. Mais en réalité, on a fini par se rendre compte que c'est nous qui finançons tout ça avec nos impôts. Donc plus l'État te donne, plus les impôts sont élevés. Moins tu as d'État, moins tu as de dépenses pour toi, en tant que citoyen. C'est là qu'on a ouvert les yeux, qu'on s'est dit « Non, non, c'est pas ça le bon chemin ». Et ensuite, qu'est-ce qu'on voyait? Ce qu'on a toujours vu avec le péronisme, qui, faut le dire, a quasiment toujours été au pouvoir, c'est le clientélisme. C'était « je te donne et toi tu me rends ça en vote ». Ou alors fois, je te donne un petit truc, mais jamais ce que tu mérites vraiment, juste un petit peu. Et pendant ce temps-là, on voyait des politiciens de plus en plus riches, hein, et des gens qui s'en mettaient plein les poches pendant qu'ils étaient au gouvernement. Mais l'économie, elle, c'était un désastre. L'inflation, c'était devenu un classique. Era un desastre. Inflation era un classique. La gauche aurait-elle abandonné le peuple? Comment expliquer que des électeurs issus des classes populaires se tournent désormais vers la droite et des options résolument anti-système? Entre sentiments d'abandon, engagements non tenus et des élites déconnectées, parfois entachées par des scandales de corruption, le peuple a voulu tenter une nouvelle expérience. Milei redécide en profondeur le lien entre classe populaire et représentation politique. La casta del país comprende gobernadores. La caste du pays, ça inclut les gouverneurs, les députés, les sénateurs, bref, tout le sommet de la politique. Tous ces gens-là vivent de l'État, pas vrai? Donc c'est leur salaire et en plus, tout le reste qu'on ne voit pas. Et ça, personne n'y touche. Faire des bons coups avec l'argent du peuple, ça, tout le monde sait le faire. Par contre, toucher à leur propre argent, ah non, ça jamais. Alors, évidemment, on dit, ce type est fou, il est dangereux, mais lui, il pense aux gens, il pense vraiment au peuple. C'est pour ça que moi, je le vois d'un bon œil. Honnêtement, il a complètement cassé les codes pour moi. Rompió le molde. Aujourd'hui, nous renouons avec les idées de la liberté. Ces idées qui se résument dans la définition même du libéralisme donnée par notre plus grand penseur de la liberté, le professeur Alberto Venegas Lynch. Les changements impulsés par Milei ne tombent pas du ciel. Ils s'enracinent dans une tradition libérale structurée, portée en Argentine par des penseurs influents. Libromédia s'est entretenu avec Alberto Venegas Lynch, l'un des grands penseurs libéraux du pays et mentor économique de l'actuel président. Héritier de l'école autrichienne d'économie, il inscrit sa réflexion dans la lignée de figures comme Friedrich Hayek. J'ai la chance que beaucoup, y compris l'actuel président, aient cité à plusieurs reprises ma propre définition du libéralisme. Pour moi, le libéralisme, c'est le respect absolu des projets de vie des autres. Attention, cela ne veut pas dire qu'on adhère au projet de vie de notre voisin. Au contraire, il peut même nous sembler détestable ou carrément répugnant. Mais tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits d'autrui dans une société ouverte, pour le dire simplement, personne n'a le droit de recourir à la force. La force ne peut être utilisée que de manière défensive lorsqu'il y a violation de droits. J'insiste aussi sur l'usage du mot « respect » et pas celui de « tolérance ». Parce que tolérance a pour moi un petit côté inquisiteur, comme si on se plaçait au-dessus des autres pour les juger moralement. En réalité, les droits ne se tolèrent pas, ils se respectent. La vraie question, ce sont les cadres institutionnels capables de protéger les droits des individus et tout particulièrement le droit de propriété.
S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de prix, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen de déterminer la valeur des biens. Le prix est une conséquence directe des accords contractuels fondés sur le droit de propriété. Et s'il n'y a pas de prix, on ne sait pas s'il vaut mieux construire les routes en asphalte ou en or. Et si quelqu'un lève la main pour dire que faire des routes en or, c'est du gaspillage, c'est parce qu'il se souvient des prix d'avant l'abolition de la propriété. Donc, même sans l'abolir complètement, dès qu'on attaque la propriété par des formes diverses d'interventionnisme, on la détériore la valeur des choses et on consomme du capital. Et comme on l'a dit, c'est le taux de capitalisation qui détermine le niveau des salaires et donc on finit par appauvrir les gens. J'ai quelques cadeaux pour vous. Voici un livre du professeur Huerta de Soto, le principal représentant de l'anarcocapitalisme. Quelles sont les principales forces qui tentent de bloquer les changements économiques en cours et la libéralisation de l'Argentine? Parmi les obstacles, il y a les pseudo-entrepreneurs. Et ensuite, il y a aussi des gens qui, sans chercher à obtenir de privilèges, croient à ces principes étatistes parce qu'ils ont été éduqués ainsi. C'est pour cela que la question de l'éducation est si cruciale et qu'il faut qu'il y ait de la concurrence, des systèmes ouverts, parce qu'au fond, la connaissance n'est pas un port, c'est une navigation permanente, c'est un processus d'essai et d'erreur, comme le disait Karl Popper. Les corroborations sont toujours provisoires, elles doivent pouvoir être réfutées. Et pour cela, il faut un climat de liberté, des portes et des fenêtres ouvertes pour pouvoir débattre. Avez-vous un message pour les Canadiens qui ne croient pas que l'inflation est réelle, que le cas de l'Argentine peut survenir ailleurs que dans votre pays et que ce processus s'est accéléré avec l'impression de beaucoup d'argent durant la pandémie? Eh bien, moi, je répéterai ici le message que le président Milei transmet comme objectif ultime et que j'avais déjà développé dans mon livre de 1972. Imaginez un peu le nombre d'années qui ont passé depuis. Ce message, c'est l'importance, en dernière instance, d'éliminer la Banque centrale. Comme l'a dit un prix Nobel d'économie, Milton Friedman, qui a lui-même traversé différentes étapes dans ses propositions, et je le cite textuellement, « La monnaie est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des banquiers centraux. Or, dans les statuts mêmes des banques centrales, il est écrit qu'elles sont censées préserver la valeur de la monnaie. Mais aucune banque centrale dans l'histoire de l'humanité depuis la Banque d'Angleterre jusqu'à aujourd'hui n'a accompli cela. Toutes, sans exception, ont détérioré la monnaie. De notre côté, il est nécessaire d'assainir les passifs rémunérés de la Banque centrale, qui sont responsables de 10 points de déficit. De cette manière, on mettrait fin à l'émission monétaire et donc à la seule cause de l'inflation. Une cause qui est empiriquement vérifiée et théoriquement valable. Le président Milei a déjà engagé des changements importants, réduction des dépenses publiques en termes réels, baisse de l'inflation, diminution de la pauvreté, et comme il le dit lui-même, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité se présente, celle d'augmenter les représentations parlementaires. Cela lui permettrait d'entrer dans une deuxième phase avec des réformes majeures à venir, réforme du travail, réforme fiscale, réforme du code pénal, réforme du système de retraite, etc. Et si l'on prend le temps d'analyser les objectifs que le président Milei s'est fixés depuis son discours d'investiture le 10 décembre 2023 sur les marches du Congrès, dans le plus pur style américain, jusqu'à ses discours à Davos, à l'ONU, lors de la remise du prix Juan de Mariana à Madrid, ou encore au sein de la Banque interaméricaine de développement, si l'on écoute attentivement ces objectifs, on voit qu'ils ne sont pas seulement un exemple pour l'Argentine, mais un exemple pour le monde entier. Un exemple pour l'Argentine, sino un exemple pour le monde. Et les petits commerçants dans tout ça? Viviana, pharmacienne, tient une officine près du Congrès depuis
plus de 20 ans. Son regard permet de saisir comment les bouleversements économiques se vivent concrètement au quotidien. C'est un personnage, il s'est créé un personnage. Il n'est pas exactement comme il se montre. Il a façonné une image, comme beaucoup le font. Donc quand on dit le président est fou, Dieu l'a voulu, non, c'est un personnage qui s'est construit. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train de le faire redescendre un peu, de l'ajuster. Mais moi, je le vois comme un personnage, pas schizophrène, pas malade, pas psychiatrique. Il a une bonne capacité d'analyse, de connaissance. Et j'espère vraiment qu'il finira par l'utiliser pour de bon. Pourquoi? Pour ouvrir des perspectives, permettre aux gens de se projeter un peu plus, avoir foi en soi, se dire, OK, je peux tenir 5 ou 6 mensualités pour me payer des vacances. Et là, on ne parle même pas d'acheter un frigo pour garder la bouffe. On parle simplement de vacances. Aujourd'hui, une famille type 2 adultes, 2 enfants, c'est une somme importante à sortir. On le voit en ce moment, en tout, les vacances ont duré 3 jours. Beaucoup de gens ont pris le risque et certains parlent même de chiffres records, une première depuis 15 ans. Bon, admettons qu'ils gonflent un peu les chiffres, mais malgré tout, on le sent. Nous, on le voit ici, des gens viennent de Catamarca, de La Rioja, de l'intérieur du pays. J'ai même parlé tout à l'heure de visiteurs de l'étranger, et c'est vrai dans les deux sens. Ils parlent de chiffres records à Mendoza, qui est un des points touristiques clés. Maintenant, remonter la pente, ça dépend de nous. Ça dépend aussi de la population dans son ensemble. Il faut qu'on ait une bonne équipe, juste là, à 2 rues d'ici, au Congrès. Une équipe qui nous représente, qui puisse nous faire avancer. Et ça prendra du temps, oui, mais c'est possible. Alors oui, peut-être que ça ne se fera pas dans les 4 prochaines années. Mais bon, c'est un travail dur, long, et il faut y aller à visage découvert. Et parfois, oui, tu te prends une claque. Mais il faut assumer. Et ceux qui doivent tomber, ils tomberont coupables ou pas, ils tomberont avec les autres. C'est pareil dans tous les domaines. Ça va être lent, très lent. Le vrai défi, c'est de commencer à nettoyer toute la crasse accumulée pendant des années. Pas juste 2 ou 3 ans de corruption, non. Des années à entendre bon, on a nous vole, mais tant pis, on continue. Tout le monde s'en fichait. Mais pendant ce temps-là, nous, on s'est retrouvés à traire la vache. Et maintenant, on est rendu dans les bas-fonds de l'Amérique du Sud. Mais bon, on va s'en sortir. On va finir par s'en sortir. Puis, il y a cette femme haute en couleur rencontrée face au Congrès de la Nation. À sa manière, elle explique pourquoi l'arrivée de Milei lui semblait si nécessaire pour désacraliser un système érigé en dogme, briser les tabous et ainsi enfin remettre en question un pouvoir figé. Bien, mamita. C'est ça, justicia. Eh ben, mamita, justice a été faite. Maintenant, il n'y a plus cette pression du péronisme. Là, c'est terminé, ça va jusqu'en bas, jusqu'au bout. C'est clair. Et franchement, c'est bien mieux comme ça. Tu vois, c'est un de ces trucs, un mal qui en chasse un autre. Un clou qui en arrache un autre, comme on dit. Mais l'autre grosse bande là, la grande Perada, les Kirchner, on pouvait pas les faire partir. Sí se puede, ¿me entiendes? Tiene que estar loco, si no con ella, no. Mais avec Milei, même un peu fou là, oui, on peut. Tu vois ce que je veux dire? Fallait un fou, un chien fou, mais qui assume sa folie. C'est une façon de parler, hein. C'est une question de caractère, tu vois comment il est, un peu bizarre. Mais voilà, ça colle, on comprend ce qu'il veut. Il est simple à suivre, il est lisible. Et ça, c'est parfait. Mais bon, il y a encore des défis. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je crois qu'il va y arriver. Oui, j'ai confiance, il va réussir. Oui, il va nettoyer tout ça, Christina, tout l'appareil d'État. Ça va être dur, ça va coûter, c'est sûr, parce qu'il doit être réélu. Pas avec un mandat, mais 2. Il doit gagner une 2e fois. Et là, la 2e, tout ira mieux aussi côté argent. Parce que là, on est dans une sale passe. On gère beaucoup trop de dettes, il y a des trous partout, on doit de l'argent à plein de pays.
Non, non. Mais regarde, quand cette économie va s'ajuster, parce que c'est ce qu'elle fait là, tu verras. Les gens veulent juste de l'argent, de l'argent, de l'argent, mais sans économie, il n'y a pas d'argent. Ils pigent pas ça. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes. Il y a de l'ignorance, même à l'intérieur du Congrès. Tu veux que je te dise pourquoi ça coûte aussi cher aux Argentins? Parce que chaque député et chaque sénateur veut des conseillers. 40. Tu te rends compte? Des salaires de fous, des postes à n'en plus finir. 30 assistants, 40. Alors à quoi tu sers, toi? On n'a pas besoin de toi si tu as 40 personnes pour faire ton boulot. Mais bon, c'est nous qui payons, le peuple. Mais maintenant c'est fini, ça va s'arrêter. Ça en a déjà poussé pas mal à quitter la politique. Eso se termina. Vos hiciste referencia puntual a este tema en tu discurso de la Feria del Libro y me parece que es un buen tema como para arrancar. Il est passé 23 heures ici ce soir à Buenos Aires. C'est la nuit des librairies, la Noche de las Librerías. C'est une célébration du livre. Des dizaines, des centaines, des milliers de personnes se sont rassemblées ici pour célébrer quoi? Justement, le livre, comme quoi le livre fait encore partie de la vie culturelle et intellectuelle des Argentins. On sent une effervescence assez exceptionnelle. Burlándose el destino me robó su amor. Muchas gracias. Estoy pidiendo un gran aplauso para él. Muchas gracias. Alors la liberté avance. En réalité, on a déjà parcouru tout un chemin sur le plan économique. Ce qu'on a fait, c'est éviter, comme on dit, que le Titanic fonce droit sur l'iceberg et qu'il coule. On a évité une catastrophe, que le pays explose, qu'on déclare un défaut de paiement sur la dette, qu'on sombre dans l'hyperinflation. Tout ça, on l'a évité. Et maintenant, on entre dans la phase des réformes. Au Congrès, on s'apprête à discuter des grandes réformes du pays, la réforme fiscale, la réforme du travail et d'autres encore. Ce qu'on veut, c'est engager l'Argentine sur un chemin de croissance pour sortir les gens de la pauvreté, relancer la production, créer de l'emploi et qu'un jour, notre pays devienne la puissance qu'on a toujours rêvé qu'il soit. Je vois difficile que le kirchnerisme comme tel puisse revenir. Je le vois difficile. Parce que vraiment, ils ont vraiment une image très très négative. Je pense qu'il y a peut-être il peut se former une parce qu'il y a tout un secteur du péronisme non kirchnerista qui pourrait peut-être se réorganiser et puis avec d'autres secteurs, bien sûr, pas tout seul. Je vois, c'est difficile. Eh bien, moi, je pense que tout dépend de ce que chacun de nous est capable de faire. À mes étudiants, dans les derniers jours de cours, je leur dis souvent, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mériter d'être protégé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me respecte? Et si la réponse c'est rien, alors on n'a pas le droit de se plaindre. On ne peut pas se comporter comme si on était assis dans un immense théâtre, au balcon, à regarder ceux qui sont sur scène et à leur jeter la faute. On est tous responsables. Tout ça n'est pas facile, bien sûr. En politique, il y a beaucoup de contraintes, des bâtons dans les roues, des jeux d'influence qui empêchent de faire tout ce qu'on voudrait, mais les choses avancent. Et moi, j'ai bon espoir pour l'avenir. Étudier l'Argentine, puisque l'Argentine était un pays développé, et nous l'avons détruit. C'est très difficile de détruire un pays développé, mais c'est pas impossible. Un pays, c'est comme un énorme transatlantique. Changer la direction d'un transatlantique, c'est pas simple. Il y a ce qu'on appelle l'inertie. Le navire continue d'avancer même quand on fait des erreurs. Et il peut continuer à bien fonctionner pendant un temps avant de commencer à dévier, puis à dévier encore davantage. Et une fois que tu as tourné dans la mauvaise direction, il est très difficile de revenir dans l'autre sens. Quand tu changes l'orientation culturelle d'un pays, quand tu arrêtes de croire aux idées fondamentales, les idées judéo-chrétiennes qui ont donné naissance à la défense de l'individu, de la vie, de la liberté et de la propriété privée, la première chose qui est attaquée, et quand on cesse de croire en la propriété privée, on finit par perdre toutes les libertés. La perte de la liberté se fait de façon graduelle, mais une fois la propriété privée perdue, la récupérer est extrêmement difficile. Regardez les faits, étudiez davantage, étudiez ce qui s'est passé dans la Russie soviétique, étudiez
le Venezuela, étudiez Cuba, étudiez l'Argentine. Voyez comment le socialisme détruit les pays. Et là, vous vous souviendrez de ce qui a rendu grand les États-Unis, de ce qui a rendu le Canada et l'Europe prospères, ce sont les idées de la liberté. L'Argentine semble avoir changé de cap. Les premiers résultats sont là. L'inflation, qui dépassait les 200% fin 2023, a nettement ralenti. Grâce aux premiers excédents budgétaires réalisés depuis plus de 10 ans, les finances publiques ont été redressées. Certains indicateurs annoncent un retour progressif de la croissance. Le chemin reste difficile et le coût social des réformes est réel. Mais pour la première fois depuis longtemps, une partie de la société argentine a le sentiment que quelque chose bouge, que la caste n'est plus intouchable. Au-delà des chiffres, c'est peut-être là l'essentiel, une tentative assumée de rompre avec le statu quo et de redonner un sens à l'effort collectif. L'Argentine n'est pas au bout de ses peines, mais elle semble avoir retrouvé la foi, celle que notre chemin existe.